Merci à vous. Alors, on va poursuivre avec la troisième présentation. Oui. Alors, les faits saillants du réseau trophique du bassin versant du lac Saint-Charles, on va en savoir plus. Deux personnes vont s'approcher. Alexandre Bérubé-Tellier, qui est responsable d'un programme de suivi biologique, qui vient compléter les efforts de suivi de la qualité de l'eau déjà en place. Et Émilie Rony-Nolin, bonjour, finissante à la maîtrise en bio-géosciences de l'environnement à l'Université Laval. Alors, Émilie et Alexandre, c'est à vous. Bonjour tout le monde, merci pour l'accueil. C'est ça, nous aujourd'hui, on va vous présenter les résultats préliminaires de l'étude du lac Saint-Charles et de son territoire. C'est une étude qui est née de la nécessité de cumuler davantage de connaissances sur les écosystèmes aquatiques, et également d'implanter un suivi biologique au suivi déjà réalisé par la PED. L'étude du réseau trophique, en bref, c'est quoi? C'est en 2017, 5 lacs qui ont été échantillonnés, dont le lac Saint-Charles, dans lesquels 4 types d'organismes ont été analysés, dont le phytoplancton, donc des microalgues qu'on va retrouver dans l'eau, le zooplancton, qui sont des micro-organismes qui vont manger le phytoplancton et également d'autres particules. On a également échantillonné des herbiers aquatiques ainsi que la communauté de poissons. Sur le territoire, on a également analysé 25 stations en cours d'eau, dans lesquelles on a échantillonné 3 types d'organismes, les diatomées, les macroinvertébrés et les poissons. Il faut dire que tout le projet était articulé autour de l'évaluation de l'intégrité biologique des communautés. Pour faire un exemple en bref, c'est que dans certaines communautés, on va retrouver des plus grandes proportions d'espèces qui sont intolérantes aux perturbations, donc intolérantes à la pollution, à la dégradation du milieu. C'est signe d'une bonne intégrité du milieu. L'inverse est également vrai, donc lorsqu'on va retrouver une forte proportion d'espèces qui sont tolérantes à la pollution, à la dégradation, ben c'est signe que l'écosystème est un peu dégradé. Donc, je vais commencer avec la présentation des résultats en cours d'eau, plus précisément les diatomées. Les diatomées, c'est des petites algues qu'on va retrouver tapissées au fond des cours d'eau, notamment. Pour l'analyse des résultats, on a utilisé l'IDEC, donc c'est l'indice des diatomées de l'Est du Canada, qui est un indice général de la qualité de l'eau, qui va notamment laisser transparaître l'enrichissement par les nutriments et la salinité. Comme on peut voir sur la carte, l'indice a présenté une bonne sensibilité quand même par rapport aux conditions observées sur le terrain. On a eu 16 stations qui ont eu une cote excellente, là, en bleu, 17 stations avec une note moyenne en vert, ainsi que 2 stations qui ont eu une note mauvaise en jaune. Pour poursuivre avec les diatomées encore, sur le graphique de gauche, vous pouvez voir un comparatif de la valeur de l'IDEC entre les stations amont et aval des cours d'eau, là où il y avait plusieurs stations. On peut voir que la cote de l'IDEC est toujours supérieure dans les stations amont, ce qui représente là, une certaine dégradation des cours d'eau de leur intégrité vers l'aval. Si on regarde la dernière station sur le graphique, là, sur la droite, c'est la rivière Nelson. On peut voir qu'elle a une valeur de l'IDEC un petit peu légèrement plus basse que les autres. On a également observé des tératologies à chacune des 3 stations qui ont été échantillonnées. En fait, les tératologies, c'est des déformations de l'enveloppe de la diatomée qui peuvent être synonymes d'une contamination de l'eau, notamment par les métaux. Pour poursuivre, je vais maintenant parler des macroinvertébrés. Les macroinvertébrés, c'est un large groupe là, qui va inclure les larves d'insectes, les mollusques, les crustacés. Pour l'analyse des résultats, on a utilisé l'indice de santé du benthos volontaire. Et sur la carte, vous pouvez voir que la très grande majorité des stations ont obtenu une note de l'indice qui correspond à une bonne intégrité, sauf la station la plus au sud qui a eu une intégrité précaire. Si je poursuis avec les macroinvertébrés, vous pouvez voir sur le graphique de gauche, c'est un graphique qui représente la composition des communautés de macroinvertébrés dans chacune des stations, sur un principe amont-aval, donc de gauche à droite, mais également répartis entre 2 groupes, le groupe sud et le groupe nord, comme vous pouvez voir sur le schéma à droite. Là. Le groupe nord qui va inclure des stations qu'on va retrouver dans un cadre un peu plus naturel et moins urbanisé,
pour le groupe sud, c'est l'inverse, donc un peu plus urbanisé, avec plus de perturbations. Si on vient au graphique de gauche, on peut voir que dans le groupe sud, il y a davantage de taxons intolérants, donc les taxons en orange et en rouge. Également, certains taxons, davantage de taxons tolérants, excusez-moi, et également une faible proportion de taxons intolérants du type plécoptère, en bleu pâle, qu'on peut voir comparé au groupe nord où il y en a une plus grande proportion. Donc, vraiment, on a pu voir que la composition des macroinvertébrés avait changé selon leur position des stations sur le terrain, malgré le fait que la majorité des stations ont eu quand même une bonne cote d'intégrité. Donc, je vais maintenant céder la parole à ma collègue Émilie, qui va vous parler du développement d'un indice d'intégrité biotique basé sur les poissons. Merci, Alexandre. Donc, en effet, pour encore mieux connaître notre territoire, on a aussi échantillonné 9 rivières et ruisseaux du bassin versant de la rivière Saint-Charles. Parmi les 18 stations échantillonnées à la pêche électrique, comme vous pouvez voir, on a retrouvé quand même une grande variabilité dans la communauté dans la composition des communautés piscicoles et aussi dans les habitats échantillonnés. On a capturé 11 espèces de poissons différentes, dont 56% étaient l'ombre de fontaine, qu'on connaît aussi bien sous le nom de truite mouchetée. Puis un peu moins bien représenté par les deux dernières espèces en bas à droite, qui sont la perche chaude et le naseau noir. Donc, voilà. C'est grâce à ces données-là qu'on va pouvoir développer l'indice d'intégrité biotique. Il s'agit en fait d'un outil intégrateur qui permet de mesurer la capacité d'un écosystème à maintenir une communauté d'organismes comparable à celle d'un écosystème qui n'est pas perturbé par l'homme. Donc, ça inclut plusieurs paramètres. Par exemple, la proportion d'espèces tolérantes à la pollution, comme est le mulet à cornes. Ça entraînerait un pointage assez faible, contrairement à la proportion d'espèces intolérantes à la pollution, comme le nombre de fontaines, qui entraînerait un pointage élevé. Un autre paramètre pourrait être lié, par exemple, à l'alimentation. La grande présence d'espèces omnivores entraînerait un pointage faible, contrairement à la grande présence d'espèces à l'alimentation très spécifique comme les piscivores entraînerait un pointage élevé, étant donné qu'on les retrouve davantage dans les environnements qui sont peu perturbés. C'est donc grâce à ces paramètres-là, à l'analyse statistique qu'on va faire avec ces paramètres-là, qu'on va pouvoir développer l'indice d'intégrité biotique et bien cibler quelles stations, quelles rivières sont plus en santé et moins en santé. Voilà, je vous passe la parole à Alexandre. Donc, merci. Je vais passer maintenant aux résultats en lac et je vais focuser sur le lac Saint-Charles aujourd'hui. En 2017, le lac Saint-Charles, on a échantillonné la communauté de poissons, de phytoplancton et de zooplancton. Sur la carte de gauche, on peut voir les 7 stations qui ont servi à l'échantillonnage du poisson. Pour chacune des stations, on a utilisé des filets maillants en milieu pélagique, donc là où il y a une plus grande profondeur, et une bourrole en milieu littoral, donc près des rives. Vous pouvez également voir, en fait, ça servait à caractériser tous les habitats du lac et à échantillonner toutes les espèces qui étaient présentes. Sur la carte de droite, on peut voir les 6 stations qui ont servi au suivi du zooplancton et du phytoplancton. Encore là, il y avait 3 stations en milieu littoral et 3 stations en milieu pélagique. Je vais débuter avec les résultats du phytoplancton. Le graphique de gauche nous expose un peu la structure des communautés du phytoplancton dans le lac Saint-Charles. Pour les 6 stations analysées, on peut voir que la communauté est relativement similaire pour les 6 stations et dominée par les chrysophycées et les diatomées, donc en vert et en bleu. On peut également noter qu'il y a une faible proportion des taxons associés au milieu dégradé, comme les cyanophycées, donc en rouge. Si on porte notre attention à la station Elite 2, donc c'est la deuxième à partir de la gauche, qui est située dans la baie de l'Écho, on peut voir que c'est celle qui a la plus grande proportion de cyanobactéries. Donc, c'est venu un petit peu confirmer le choix de l'appel de baser sa station de suivi quotidienne des cyanobactéries là, dans la baie de l'Écho. Donc, une fois la structure de communauté du phytoplancton analysée, chacune des proportions des grands groupes taxonomiques a été utilisée pour développer un indice planctonique. Donc, vous pouvez voir les résultats dans le tableau de droite. Pour le lac Saint-Charles, ça donne un indice qui est typique d'un milieu oligotrophe à méso-oligotrophe.
Par contre, là, ici, on a utilisé un indice européen. C'est possible qu'il y ait eu une surestimation de l'intégrité de la communauté. Par contre, ça nous donne quand même un indice qui est appréciable pour comparer les lacs du territoire. Également, une bonne base pour un suivi temporaire. Maintenant, le zooplancton. Une des choses très intéressantes à observer avec la communauté du zooplancton, c'est une différence dans la structure des communautés entre les milieux pélagiques et littoraux dans le lac Saint-Charles. Comme vous pouvez voir dans le graphique de bas, c'est les milieux littoraux. Il y a une plus forte proportion de rotifères, donc des tout petits filtreurs. Les rotifères sont en bleu. Donc, une grande proportion de rotifères associée à une faible proportion de cladocères en rouge. De plus, ces cladocères-là vont être de petite taille, alors qu'en milieu pélagique, vous pouvez voir qu'il y a une plus forte proportion des cladocères en rouge. Et ils vont avoir une plus grande taille, donc associée au genre Daphnia notamment. Ça semble indiquer un effet structurant de la part de la prédation des poissons au lac Saint-Charles. Je vous explique, c'est qu'il y a davantage de petits poissons planctonivores qu'on va retrouver en milieu littoral parce qu'il y a plus d'habitat pour se cacher. Et ils vont prédater préférentiellement le gros zooplancton. Celui-ci va se retrouver davantage en milieu pélagique pour éviter la pression de prédation. Donc, c'est ça, c'est un peu cet effet-là qui a structuré la communauté. Qui a également été analysé et comparé à différents indices biotiques, notamment des densités, des ratios, qui ont été observés dans d'autres lacs au Québec. C'est pourquoi on a pu apposer un peu la cote comme de mésotrophe à la communauté de zooplancton du lac Saint-Charles. Donc, maintenant, en ce qui a trait au poisson et à l'échantillonnage de 2017, le poisson du lac Saint-Charles, la communauté est représentée à près de 80% par la perche chaude. On retrouve également du grand brochet en faible abondance, mais qui représente plus de 50% de la biomasse du lac. Donc, quand même une espèce très importante. Deuxième en abondance est le méné jaune, une espèce qui a doublé en abondance relative depuis le dernier inventaire en 2005, et qu'on a retrouvé en grande proportion dans d'autres lacs du territoire. Donc, une espèce à surveiller. On a également pu voir que le crapet soleil était sous-représenté dans les filets moyens. Par contre, représente 95% de l'échantillonnage en bourrel. Donc, vraiment une espèce, comme on s'en doutait, associée au milieu littoral. Et pour terminer, on a également échantillonné de la barbe brune, du meunier noir, et un seul spécimen d'Achigantoucouche. Alors, je termine en vous montrant une brève d'évolution historique de la communauté du poisson du lac Saint-Charles. Sur le graphique de gauche, on peut voir les proportions des espèces selon leur niveau de tolérance aux perturbations, donc tolérante, intermédiaire ou intolérante. On peut voir qu'il y a un important changement qui a été observé en 1983 et 2005, causé par la disparition des salmonidés du lac. C'est des espèces intolérantes qui ont été remplacées par une plus forte proportion d'espèces tolérantes aux perturbations. Par contre, si on regarde encore le graphique, on peut voir qu'il y a une grande stabilité entre les inventaires de 2005 et 2017. Par contre, si vous regardez le tableau de droite, on peut voir qu'il y a quand même des différences entre les deux inventaires, notamment au niveau de l'abondance relative des poissons piscivores, principalement représentés par le grand brochet. L'abondance a plus que doublé entre les deux inventaires et la densité totale des poissons du lac a chuté de près de 50%. Donc, il s'en y avoir moins de poissons dans le lac. Pour terminer, en raison de différentes caractéristiques, notamment la grande proportion d'espèces à tolérance élevée, on peut classifier la communauté de poissons du lac Saint-Charles comme étant de type mésotrophe à mésotrophe. Donc, je tiens à remercier tous nos collaborateurs et vous pour l'attention. Merci beaucoup. Bravo encore une fois pour la concision et la clarté des images, des propos. Alors, vous êtes vraiment pratiqués. C'était clair, même si je comprends pas tout, encore une fois. Vous avez des questions et des commentaires à formuler? Est-ce que vous en avez? Oui, madame, approchez-vous du micro. Voilà. Bonjour, Isabelle Fournier, Université Laval. Je me demandais si vous aviez les explications pour la baisse du poisson. Quelles sont vos hypothèses? La baisse de 50%, ça semble beaucoup, la densité totale. Ça semble être expliqué juste par la ligne en haut de la densité, soit le pourcentage du brochet, du poisson piscivore. Il semble y avoir davantage de prédation, davantage de poissons qui se nourrissent des autres poissons.
Donc, ça pourrait être une explication à la baisse de densité. Plutôt que la présence de contaminants perturbateurs. On a fait l'analyse seulement du mercure, mais en ce qui a trait à la communauté des perchauds du lac Saint-Charles, puis les niveaux étaient relativement bas. Contrairement aux herbes, vous ne voyez pas d'espèces envahissantes de poissons qui montraient. On n'a pas noté la présence d'aucune espèce invasive, non. Comme je vous dis, par contre, le grand brochet, ça a été introduit dans les années 90. C'était une espèce qui n'était pas présente dans le lac avant. Puis c'est ce qui a probablement causé la disparition des espèces de salmonidés. Ça et la zone anoxique qui a augmenté aussi dans le lac. Ça va, madame? Oui, Alexis. Roxane Tremblay du Labial. Oui. Qu'est-ce qui expliquerait les mauvaises cotes de l'IDEC au niveau de la Nelson? C'est une bonne question. L'IDEC, si j'y reviens, là. L'indice d'intégrité. Oui. Donc, pour ce qui est des diatomées, l'IDEC de la Nelson n'est pas si mauvais que ça. C'est quand même dans les moyennes. On en a observé deux pires que ça, dont une dans le ruisseau Talbot, qui est un ruisseau naturel, qui va nous forcer vraiment à investiguer plus parce qu'on n'a pas encore les réponses. Pour ce qui est de la Nelson, c'est ça, c'est des notes moyennes qui sont comparables à d'autres cours d'eau quand même qui ont relativement de bonne qualité habituellement. C'est vraiment plus au niveau des tératologies là, où je pense qu'on va devoir fouiller un petit peu plus parce que sur 25 stations échantillonnées, il y a seulement 4 stations qui ont présenté là, un excès là, du pourcentage des tératologies. Oui? Oui, c'est ça exactement. Ça pourrait être une source habituellement de contamination des cours d'eau. Mais là, il nous reste justement à investiguer là, tout l'aspect physico-chimique puis de relier ça avec les résultats. Ça va? Madame, est-ce que vous avez une question? Vous levez, non? Non? Ça va? Oui, mais monsieur, je vous en prie. Mais vous allez vous approcher du micro. Ah, non, aussi. moi, de Québec. Attendez. Allez-y, Je voulais allez-y. savoir, est-ce que, selon vous, le brochet va quitter le lac Saint-Charles pour aller s'expansionner ailleurs dans le bassin versant ou il est concentré dans le lac Saint-Charles? On en a également échantillonné là, dans le lac de l'Age puis le lac Caché qui sont écologiquement connectés. Par contre, on n'en a pas retrouvé quand on a fait l'échantillonnage en cours d'eau. Un petit peu plus haut là, dans le territoire, c'était plus vraiment des communautés de truites. Donc, il semble déjà avoir son territoire. Là. Pour l'instant, il ne va pas aller manger plus loin. Non, c'est ça. Monsieur? Donc, Christian Corbeil de Groupe Hémisphère. En fait, le lac Saint-Charles est un lac réservoir, dans le fond, ancienne rivière, l'eau a été rehaussée. Est-ce que vos différents indicateurs sont symptomatiques justement de ce type de lac-là ou est-ce que vous avez fait des comparaisons avec des lacs de zones naturelles, par exemple, qu'on pourrait trouver de nature semblable, évidemment? C'est une question large. Oui. On voit si. En fait, c'est ça, comme j'ai mentionné, on a échantillonné 5 lacs. Puis là, je vous ai présenté seulement les résultats en lac pour le lac Saint-Charles. Mais on a pu voir là, quand même que les différents indices reflètent quand même bien la réalité des différents lacs. Je pense notamment au lac Durand, qui est un lac de faible profondeur. C'est quasiment associé à un étang. Puis on voyait que c'était plus des côtes qui étaient associées à des milieux ultra, justement. Le lac Saint-Charles, c'est sûr que c'est difficile un peu à évaluer, dans le sens qu'il y a deux bassins avec des réalités vraiment différentes, avec une profondeur faible au bassin sud, puis avec une force au bassin nord. On a pu voir justement qu'il y avait des changements au sein même là, du lac Saint-Charles entre les deux bassins. Ça va? Merci. Merci de la question et de la réponse. Madame, oui? Oui, Juliana Demeres, encore une fois. Vous avez échantillonné diatomée à quelle période? Fin août. Est-ce que l'indice IDEC serait différent si vous l'avez échantillonné suite à la forte de pluie de printemps ou les plus grands débits d'eau aussi à l'automne? Est-ce que l'indice IDEC varie selon le volume? J'aurais changé. Je ne sais pas à Isabelle ou à. Je vais commencer peut-être, puis Isabelle pourra poursuivre. Il faut faire attention quand on échantillonne les diatomées, parce qu'on peut échantillonner après des fortes pluies, pour être sûr d'aller chercher les diatomées qui n'ont pas été exondés, donc qui sont toujours restés dans l'eau.
mais on a fait attention, puis justement, j'ai demandé beaucoup de questions à Isabelle pour cibler vraiment un moment qui était assez idéal là, pour échantillonner les diatomées. On a fait l'échantillonnage sur 3 jours, on a essayé de condenser ça là, dans la même période. Puis, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Sans faire recommandation, j'ai une chose, c'est que l'idée a été modélisée pour être utilisée surtout à la fin de l'été. Donc, c'est sûr que si on est au printemps, on a des diatomées différentes, entre autres à cause de la température de l'eau. Donc, oui, c'est sûr que les communautés auraient été différentes, mais l'idée n'est pas faite pour être utilisée au printemps. Parce que les espèces